Sismographie des luttes vers une histoire globale des revues critiques et culturelles est un projet qui a commencé il y a à peu près 5 ans, mais il y a une généalogie derrière. L'idée est la suivante, et était la suivante. Il y a eu en France, et je pense aussi dans le monde européen, beaucoup de publications d'anthologies, qu'on nomme des anthologies de revues sur l'art, et on a pu constater que régulièrement, c'était toujours les mêmes zones géographiques qui étaient montrées, l'Amérique du Nord, l'Europe et parfois l'Amérique latine. On sait aussi que le terme d'art, d'une certaine manière, est un terme qui a fondé l'identité européenne, mais de manière assez hégémonique, en laissant penser que la production artistique est occidentale et est née parallèlement à cette notion d'art un autre terme qu'on a appelé art primitif ou un équivalent parfois pour dire les productions artistiques des pays qui ne sont pas les pays occidentaux. Là, c'est un peu à partir de cela qu'est née l'idée de réfléchir à est-ce qu'il est possible d'élargir la notion de revue d'art à des zones géographiques qui n'étaient jamais prises en compte. L'autre raison qui a participé de ce projet vient d'un projet que j'avais mené auparavant en France sur la question de la cartographie. Moi, je travaille sur les objets qui sont périphériques à l'art et j'avais mené un projet autour de la cartographie au moment où la cartographie était un objet subjectif jusqu'au moment où c'est devenu un objet scientifique et qui a énormément servi la colonisation, qui a donné lieu donc à un projet qui s'est intitulé ensuite Made in Algeria, généalogie d'un territoire. Et ce projet consistait à montrer comment des objets artistiques du 15e, 16e, 17e, 18e siècle, la carte, est devenu ensuite un objet scientifique qui, d'une certaine manière, a recouvert les territoires qui ont été occupés et en les recouvrant avec la carte, on donnait des noms à ces territoires et petit à petit, on s'appropriait les territoires et on excluait les habitants. Mais ce qui est resté pour moi quelque chose de tragique, c'est qu'en travaillant sur cette cartographie, je n'avais pas des éléments qui disaient comment les populations qui ont été colonisées ont réagi à l'appropriation de leur territoire. Donc il y avait cela. Le premier point, c'est est-ce qu'il y a des traces de réaction? Quelle réaction dans ce grand mouvement de colonisation qui a commencé à partir de la conquête de Christophe Colomb des Amériques jusqu'au 19e, comment les populations ont réagi à cette captation? Et la deuxième chose aussi qui comptait pour moi, c'était comme toujours, de travailler sur des objets qui sont périphériques à l'art. Donc, quand j'ai terminé ce travail sur la cartographie, était sorti en Europe un grand nombre d'anthologies, des revues sur l'art. Et là encore, quand on regarde ces anthologies de revues sur l'art, on revient toujours aux mêmes zones géographiques. L'Europe, et puis aussi les États-Unis et parfois l'Amérique du Sud. Bon. Mais à nouveau, se pose un problème, pourquoi une grande partie des humanités autour ne sont pas concernées par ces termes de revue d'art. On peut le comprendre, mais on ne pose pas la question dans ces anthologies. On ne dit pas pourquoi, justement, quand on veut faire une généalogie des revues, l'histoire des revues d'art, on ne pose pas la question de pourquoi, évidemment, les pays qui ont été colonisés ne peuvent pas produire ce type d'objets. Il y en a, mais dans ce cas-là, elles sont produites par les colons eux-mêmes. Et donc, je me suis dit, je vais réfléchir à un projet qui est le suivant. Pourquoi pas regarder si les populations qui ne sont pas dans ces anthologies, ou les populations qui ont été prises par le colonialisme, n'ont pas produit une pensée critique. Et donc, une pensée qui a à voir avec la culture. On oublie le mot art et on travaille sur la notion de culture et politique. Et donc, j'ai constitué un programme en 2015. J'ai déposé un projet de recherche pour avoir des fonds et des moyens. Et j'ai mis dans ce programme la chose suivante. C'était un projet qui consistait à recenser toutes les revues, s'il y en a, critiques et culturelles, à partir de l'année 1789, je peux expliquer pourquoi, en remontant. Mais je ne savais pas, et ça c'est scientifiquement, c'est la démarche scientifique que j'ai pratiquée, je suis parti de cette période, notre période de maintenant, pour remonter dans le temps. Je voulais savoir aussi si peut-être la revue critique et culturelle n'est pas née bien avant, pourquoi pas, des revues d'art européennes. Voilà. Donc le projet il est le suivant, et on s'est contraint vraiment à deux choses. J'ai trouvé des fonds, j'ai constitué aussi
il y avait autour de moi une jeune équipe avec laquelle j'ai travaillé, mais surtout, on a pu faire 4 journées de rencontres pendant 2 ans, des journées d'études, où on a pu réunir 40 chercheurs, tous spécialistes de revues, et ces 4 journées, elles ont été consacrées à 4 temporalités. 1945 à 1989, donc le monde entier. Ensuite, la période de la Première Guerre mondiale jusqu'à 1945. Ensuite, 1870-71 jusqu'à 1914. Et nous sommes remontés ensuite de 1871 à avant. Et là, avant, on n'avait pas de date. Et on a eu, dans les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, une grande spécialiste de Côte d'Ivoire, Rachel Danon, qui, elle, a travaillé sur les premiers écrits de ce qu'on appelle les nègres marrons, donc les premiers écrits pratiqués par les esclaves eux-mêmes qui se sont enfuis et qui ont pensé leur libération, et aussi qui ont fait une critique de leurs conditions. Et donc, en remontant finalement, la revue qui est la plus complète et qui est la première dans notre généalogie, c'est une revue haïtienne. Et la contrainte que nous nous étions posée pour le travail de toutes ces revues, il fallait que ces revues soient critiques, culturelles et qu'elles aient un manifeste, c'est-à-dire une intention culturelle et politique. En fait, en travaillant sur cet ensemble géographique et ce temps long, nous nous sommes arrêtés à un recensement de 1000 revues. 90% de ces revues présentes dans notre recensement n'étaient jamais dans les généalogies revustiques européennes, parce que justement, si on réfléchit bien, le terme d'art étant lui-même hégémonique, quand une société en Afrique décide de travailler sur sa propre production artistique, il faut qu'elle s'approprie le langage critique de l'art et qu'elle rentre dans un échange avec le monde européen. La plupart des sociétés qui ont produit ces revues, elles ont d'abord lutté pour leur indépendance, leur autonomie, ou les communautés afro-américaines, par exemple, ou la communauté juive en Europe, sont les 2 communautés qui, par exemple, dans ce recensement, sont à l'intérieur d'un territoire européen, mais revendiquent un droit à une existence, à une identité culturelle qui leur soit propre, à cause de l'ostracisme, du racisme, de l'antisémitisme que ces sociétés vivent. Voilà. Ça, ce sont des communautés, les Afro-Américains ou les Juifs d'Europe, par exemple, diffèrent des sociétés colonisées. Les aborigènes ont produit des revues dès le XIXe siècle, les Maoris, pareil, et puis évidemment, toutes les autres communautés d'Asie. Une chose importante aussi, puisqu'on est ici en Espagne, en Amérique latine, c'est un peu spécifique, je vais arrêter avec cela, c'est de dire que, bien évidemment, les pays sont indépendants en Amérique latine au XIXe. Ce ne sont plus les monarchies qui gouvernent la société sud-américaine à la fin du XIXe. Mais les communautés autochtones, qui étaient présentes au moment de la colonisation, elles n'ont pas gagné en autonomie ou en indépendance. Et elles vont produire des revues pour justifier et revendiquer le droit à leur langue, le droit à leur culture. Et donc le modèle qui s'installe en Amérique latine, c'est des sociétés hispaniques où les 2 langues pratiquées nationales reconnues, c'est le portugais ou l'espagnol, mais les sociétés autochtones se retrouvent dans la même situation que les sociétés autochtones nord-américaines. Et donc elles posent la question, elles aussi, d'un modèle colonial qu'elles subissent. Pour terminer avec cela, j'aimerais dire aussi que ce qui est magnifique quand on lit les statements et quand on s'approprie ce travail, c'est la force libératrice des manifestes. Tous les manifestes sont émancipateurs. Par exemple, il y a une revue qui vient aussi, il y a 2 revues japonaises, parce qu'à un moment donné, le Japon s'approprie le modèle européen et demande aux Japonais quasiment de mimer le modèle européen. La revue Seito, qui est une revue de femmes japonaises en 1911, est une revue assez radicale où les femmes japonaises refusent le modèle européen parce qu'elles considèrent qu'il n'est pas émancipateur. Et ces femmes japonaises revendiquent le droit à l'avortement, quasiment un modèle de vie axé sur des choix qui pourraient être une vie totalement libérée sexuellement, revendiquant même quasiment le droit à l'homosexualité, à la collectivité. Et ce qui est très beau d'ailleurs, dans leur manière de s'habiller, elles ont tendance à porter plutôt un vêtement traditionnel japonais contre le modèle européen. C'est aussi pour dire que dans ces sociétés, en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou ailleurs,
il y a eu des processus émancipateurs beaucoup plus importants que les processus émancipateurs que les Européens nous ont proposés. Voilà.